L'hydrocéphalie. Cette vidéo est un travail étudiant ne constituant pas des conseils médicaux ni professionnels. Les images utilisées sont toutes libres de droit d'auteur. Alexandre a 3 ans. Il est atteint d'hydrocéphalie congénitale. Ses parents consultent un ergothérapeute dans le but d'en apprendre davantage sur la condition de leur enfant. L'ergothérapeute évaluera les capacités cognitives et motrices de l'enfant afin de les développer ou de les maintenir. Afin de mieux comprendre le rôle de l'ergothérapeute dans la situation d'Alexandre, nous allons expliquer en quoi consiste l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie est une condition neurologique causée par une perturbation du système ventriculaire et de la circulation du liquide cérébrospinal. Il est nécessaire de connaître les différentes composantes du système ventriculaire et du liquide cérébrospinal pour bien comprendre l'hydrocéphalie. Les ventricules sont des cavités du cerveau qui sont remplies par le liquide cérébrospinal. Le système ventriculaire est composé de 4 ventricules. Les 2 premiers ventricules sont les ventricules latéraux. Il y en a un dans chaque hémisphère du cerveau. De plus, il y a également un 3e et un 4e ventricule, tel qu'illustré sur le schéma. Les ventricules sont reliés entre eux par des passages étroits qu'on nomme foramen. Les ventricules latéraux et le 3e ventricule sont connectés entre eux par le foramen interventriculaire. Le 3e ventricule est également connecté au 4e ventricule par l'aqueduc de Sylvius. Finalement, le 4e ventricule est relié à l'espace sous-arachnoïdien par les foramen de Louchka et de Magendie. Le système ventriculaire permet la circulation et la production du liquide cérébrospinal. Le liquide cérébrospinal permet la protection du système nerveux central. Il circule dans les cavités du cerveau et dans l'espace sous-arachnoïdien. L'espace sous-arachnoïdien se situe entre 2 couches des méninges, soit l'arachnoïde et l'apimère. Ces couches recouvrent l'encéphale et la moelle épinière. Le liquide cérébrospinal fournit de l'eau, des acides aminés, des protéines et des ions au liquide extracellulaire. Ainsi, le liquide cérébrospinal régule le milieu extracellulaire et assure la flottabilité de l'encéphale ainsi que de la moelle épinière. Le trajet du liquide cérébrospinal dans le système nerveux central est illustré par les flèches rouges sur le schéma de gauche. Le liquide est d'abord sécrété dans les ventricules latéraux par un réseau de petits vaisseaux sanguins appelés plexus choroïdes. Ensuite, il passe par le foramen interventriculaire pour se diriger vers le 3e ventricule, puis cheminera dans l'aqueduc de Sylvius pour aller vers le 4e ventricule. Par la suite, le liquide se dirige vers l'espace sous-arachnoïdien par les foramen de Louchka et de Magendie. Finalement, après son parcours autour de l'encéphale et de la moelle épinière, le liquide cérébrospinal est réabsorbé dans le système veineux. L'hydrocéphalie implique une accumulation anormale de liquide cérébrospinal dans le système ventriculaire ou dans l'espace sous-arachnoïdien des méninges. L'accumulation anormale du liquide entraîne une augmentation de la pression intracrânienne. Cette augmentation de pression peut être causée par une trop grande production de liquide cérébrospinal, une obstruction de la circulation du liquide ou encore une incapacité des structures du cerveau à réabsorber le liquide. Il existe 2 types d'hydrocéphalie, l'hydrocéphalie congénitale et l'hydrocéphalie acquise. L'hydrocéphalie est dite congénitale lorsqu'elle est causée par une malformation au cerveau ou un problème à la naissance. Il est à noter qu'elle est souvent associée à d'autres conditions neurologiques. L'hydrocéphalie acquise découle des causes extrinsèques comme une hémorragie, une infection ou une lésion au cerveau. Des adultes peuvent donc aussi être atteints d'hydrocéphalie. De plus, lorsque la circulation du liquide est obstruée, l'hydrocéphalie sera dite communicante ou non communicante, selon l'emplacement du blocage du liquide. L'hydrocéphalie est communicante lorsque le système ventriculaire est intact et que le blocage se produit dans l'espace sous-arachnoïdien.
On dit que l'hydrocéphalie est non communicante lorsque le blocage se produit dans le système ventriculaire, soit dans les ventricules ou dans les foramens. L'obstruction du liquide dans le système ventriculaire cause aussi la dilatation des ventricules en raison de l'accumulation du liquide cérébrospinal. L'aqueduc de Sylvius est l'endroit le plus commun où peut survenir un blocage puisqu'il représente le passage le plus étroit dans le système ventriculaire. Le traitement utilisé pour soigner l'hydrocéphalie est la dérivation. Cette méthode consiste à réduire l'hypertension intracrânienne en envoyant le liquide cérébrospinal dans d'autres régions du corps et ainsi régulariser la pression dans l'espace intracrânien. Le système de dérivation est composé de 3 parties. Un premier cathéter est placé dans le système ventriculaire à proximité de l'endroit où il y a obstruction afin d'expulser le liquide des ventricules du cerveau. Une valve est reliée à ce cathéter et permet la circulation unidirectionnelle du liquide. La valve prévient donc l'écoulement inverse du liquide cérébrospinal dans le tube. Finalement, un deuxième cathéter est inséré dans une partie du corps éloignée de la région obstruée. Lorsqu'il est dérivé, le liquide peut être envoyé à 3 endroits différents du corps. Premièrement, il peut être envoyé dans la cavité péritonéale de l'abdomen. Il s'agit alors d'une dérivation ventriculo-péritonéale. Deuxièmement, le liquide peut être envoyé dans les veines qui arrivent au cœur. Il s'agit alors d'une dérivation ventriculo-atriale. Finalement, le liquide peut aussi être envoyé dans la cavité pleurale qui entoure les poumons. On parle alors de dérivation ventriculo-pleurale. La dérivation vers la cavité péritonéale est la méthode la plus utilisée et fiable car l'insertion du cathéter y est plus facile. De plus, celle-ci présente un meilleur taux de survie. L'hydrocéphalie peut avoir des conséquences neurologiques, motrices et intellectuelles pour une personne. Ces conséquences vont influencer son fonctionnement. C'est donc ici que l'intervention de l'ergothérapeute devient nécessaire. Sur le plan physique et moteur, plusieurs manifestations et symptômes peuvent apparaître chez les fœtus et très jeunes enfants entre 1 et 2 ans. À cet âge, les os crâniens ne sont pas fermement soudés ensemble, c'est pourquoi une augmentation de pression intracrânienne par le liquide cérébrospinal entraîne le plus communément un élargissement des ventricules, des hémisphères et du crâne. L'apparition d'une bosse frontale, l'irritabilité, le vomissement, la somnolence et l'inactivité peuvent être des signes de l'hydrocéphalie également. Chez les enfants plus vieux, le crâne ne peut pas prendre de l'expansion. Ainsi, une pression excessive dans les ventricules compresse les tissus nerveux et réduit la quantité de matière grise et de matière blanche dans le cerveau. La matière grise traite l'information alors que la matière blanche transmet l'information. Il a été observé qu'une diminution de matière blanche et grise dans le cerveau des enfants atteints d'hydrocéphalie peut affecter les fonctions verbales, visuospatiales et la dextérité visuomotrice. Les symptômes physiques, comme des maux de tête, un déséquilibre, de l'incontinence, des nausées, de l'irritabilité ou de la fatigue peuvent aussi se présenter. Finalement, la pression du liquide dans le cerveau peut compresser le nerf oculomoteur, ce qui peut empêcher l'enfant de porter son regard vers le haut. C'est pourquoi les yeux de certains enfants atteints d'hydrocéphalie vont constamment regarder vers le bas. Sur le plan neurologique et intellectuel, une dilatation des ventricules latéraux cause l'étirement des fibres corticospinales, des cortex pariétal et occipital. L'étirement des fibres peut entraîner un déficit de perception moteur, des problèmes de coordination et une désorganisation visuospatiale chez l'enfant. D'autres fonctions du lobe frontal peuvent aussi être affectées, comme les émotions, la planification, le langage et la mémoire, principalement la mémoire visuelle. De plus, certains enfants atteints peuvent présenter des troubles d'apprentissage. C'est pourquoi on observe souvent des difficultés scolaires chez les enfants atteints d'hydrocéphalie. L'apprentissage peut être gêné par des problèmes de concentration ou des problèmes neurovisuels. Ces derniers peuvent consister en des difficultés de coordination des mouvements des yeux ou encore en des difficultés d'analyse et de reconnaissance globale des éléments regardés, comme les visages, les objets, les formes et les couleurs. Revenons-en au cas d'Alexandre.
Bien évidemment, Alexandre ne présente probablement pas tous les symptômes que nous avons énumérés. L'approche de l'ergothérapeute sera nécessairement différente selon chaque cas et chaque client. Que comptez-vous faire avec notre enfant lors de la thérapie? Tout d'abord, je vais procéder à une évaluation du fonctionnement de votre enfant par l'entremise d'un examen neuropsychologique. De cette façon, je pourrai évaluer les compétences défaillantes, les compétences préservées et les stratégies palliatives que votre enfant utilise pour combler les déficits. Des tests pourront également être faits pour évaluer les fonctions attentionnelles, les fonctions exécutives, les fonctions mnésiques, les fonctions visio-spatiales et constructives et les fonctions numériques de l'enfant. À la suite de ces évaluations, je pourrai présenter des activités à votre enfant pour lui permettre de développer et maintenir ses habiletés et compétences, ainsi que son autonomie. Comment pouvons-nous contribuer au développement et au maintien des habiletés de notre enfant en tant que parents? Il est important d'encourager l'autonomie de l'enfant dans toutes les activités de la vie quotidienne, telles que l'habillage, le déshabillage, l'alimentation, faire son lit, etc. De plus, stimuler la motricité fine et les habiletés perceptivo-cognitives de votre enfant facilitera son développement.